Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Chapwe ont échangé longuement avec les chefs de l'État pendant plus de 3 heures en toute convivialité. Si rien n'a filtré de cette triumvirale, on croit savoir que le président de la République et ses invités n'ont pas manqué d'évoquer les grandes questions politiques de l'heure, notamment la reconfiguration du paysage politique. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient parmi les premières personnalités politiques à soutenir les consultations présidentielles par leur participation. Ils étaient aussi les tout premiers à s'exprimer publiquement en faveur de l'union sacrée pour la nation après le discours historique des ruptures du 14 décembre dernier devant le Congrès. Leur appartenance à l'union sacrée ne fait l'ombre d'aucun doute et il reste à savoir quel rôle chacun de ces leaders va devoir jouer dans les nouveaux paysages. Venus de leurs fiefs respectifs de l'Équateur et du Katanga, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi totalisent à eux seuls près d'une centaine de députés nationaux, tout aussi déterminés à jouer un rôle non moins important dans la requalification de la majorité parlementaire. Les jours qui suivent nous édifieront. Restons encore à la cité de l'Union africaine. À chaque jour qui passe, l'Union sacrée pour la nation prend lisiblement forme. Après les leaders du MLC et de l'ensemble pour la République, le chef de l'État a rencontré 4 groupes des parlementaires. Ces derniers sont venus confirmer leur appartenance à l'Union sacrée. Il faut le dire, le processus de requalification de la majorité parlementaire est de plus en plus irréversible. Bandine Zovo et Giscard Roussima. C'est un samedi pas du tout repos pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des personnalités politiques, parmi lesquelles des députés et sénateurs, ont été reçus ce samedi à la Cité de l'Union africaine. L'ADRP, l'Alliance des démocrates pour le renouveau, avec ses 34 députés, est venue confirmer son adhésion à l'Union sacrée de la nation. Ma présence, la présence des députés que vous voyez, la présence de sénateurs, la présence des présidents de partis politiques qui composent l'ADRP est une grande expression de cette adhésion à l'Union sacrée et à l'appel qu'avait lancé son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Pour sa part, le regroupement AAB, qui était l'une des forces du FCC, se dit convaincu à accompagner Félix Tshisekedi Tshilombo dans des réformes qu'il a personnellement initiées. Si nous sommes présentés devant les chefs de l'État, nous-mêmes et en personne, une délégation, c'est parce que nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire. Les AAB dans les FCC de la deuxième force, nous pensons que nous pouvons, dans les cas de requalification de la majorité, que nous puissions être parmi les 5 premières forces de l'Union sacrée pour la nation. Jean-Lucien Boussa, à la tête du regroupement CODE, a conduit auprès du chef de l'État une délégation de députés, sénateurs, gouverneurs et présidents des partis politiques, membres de son regroupement, pour réaffirmer leur engagement à œuvrer activement au sein de l'Union sacrée et de la nation. Comme vous savez, lors des conclusions des consultations nationales, le président de la République a préconisé des réformes. Des réformes politiques, institutionnelles, mais aussi des réformes économiques. Le président aussi a relevé le fait que, résolu, la question de la nationalité congolaise, qui pour notre part est irrévocable, a été évoquée par le président de la République, aussi autant que le mot de désignation des gouverneurs de province. Les réformes économiques aussi ont été impulsées par le président de la République. Il y a une convergence des vues entre le président de la République et la CODE de ce point de vue. J'ai accompagné une délégation constituée de 26 députés nationaux qui aiment réellement ce pays et aspirent à son bien-être. Parole du ministre honoraire Basile Olongo qui affirme que ce groupe de députés est déterminé à appuyer le garant des institutions dans la nouvelle reconfiguration qu'impose l'Union sacrée de la nation. Ce sont des députés jadis qui étaient dans la FCC et qui ont décidé d'accompagner les chefs de l'État dans l'Union sacrée. Ils sont venus physiquement rencontrer le président de la République, rassurer les chefs qu'ils sont derrière lui, ils vont accompagner la vision, ils vont accompagner le président dans toutes les réformes qu'il a proposées. D'autres acteurs politiques sont aussi annoncés ici à la Cité de l'Union africaine pour la même cause. Décidément, l'heure des grandes manœuvres politiques a sonné.
Tout à fait autre chose à présent, nous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, 50 bus flambant neufs viennent d'être mis en circulation à Kinshasa afin de remédier un tant soit peu au problème de transport devenu un véritable casse-tête pour les Kinois. Mise en circulation de bus, mais aussi déploiement des agents de la Commission nationale de prévention routière, cérémonie présidée par le ministre de tutelle Didier Mazenga. Le détail avec Vita Tagavita. La ville-province de Kinshasa est confrontée de plus en plus aux embouteillages monstres, surtout au niveau des carrefours et points chauds. Cette situation a amené le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Mazenga Mukanzu, à mettre en place une batterie de mesures pour faire respecter le code de la route, et cela de concert avec le ministre provincial des Transports. Parmi ces mesures, le déploiement de 109 agents de la Sainte-Père, Commission nationale de prévention routière, que pilote Jean-Rémy Nganga. La descente sur le terrain, dimanche 27 décembre 2020, pour se rendre compte de ce phénomène, en ces temps de couvre-feu, a coïncidé avec la mise en circulation du premier lot de 50 nouveaux bus Transco. Je voulais ici informer la population de la Tchangou en particulier, la population de la ville-province de Kinshasa en général. La parole donnée a été respectée. Nous avions promis de donner les moyens de transport pour la population. Nous sommes aussi pendant la période de fête et que pendant cette période, il y a un problème de transport. Nous avions résolu avec mes services de la Sainte-Père qui seront sur le voie. Sainte-Père vient appuyer la police. L'inspection, je ne l'ai pas fait seul avec mon vice-ministre Jacques Yuma, avec le ministre provincial des Transports, avec le secrétaire général, le président de la Sainte-Père, la direction des transports avec le DGA qui est présent avec nous ici, accompagné du bourgmestre d'abord de Matete avec le problème des embouteillages au niveau de Devonon. Nous sommes avancés à Kinbout avec le bourgmestre de Nzili. Nous sommes avancés au niveau de Massina, nous sommes avec le bourgmestre de Massina, il est présent ici avec nous, et le bourgmestre de la commune de Kimbanze. Au niveau de Devonon, nous avions résolu de placer les agents de la Sainte-Père à la sortie de la route Poilo. Et nous avions résolu au niveau de Bitabé, on a fait la même chose. Pour rappel, 220 bus Transco ont déjà été réceptionnés sur les 440 achetés par le gouvernement sous l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le couvre-feu décrété de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national afin de diminuer le taux de transmission au coronavirus, bafoué à Kinshasa par un tenancier de bar dans la commune de Kelamo, précisément quartier Matongé. Le lynch-bar Gino Leader a subi la rigueur de la loi. La police a procédé à la fermeture pure et simple de cet établissement où se trouvaient plus de 80 personnes. Regardez. Conscient ou étranger aux mesures des autorités de la République en cette période de crise sanitaire, le lynch-bar dénommé Gino Leader étonne plus d'un ici à Matongé. À en croire la population, le propriétaire de ces débits de boissons s'offre le luxe de séquestrer sa clientèle pendant les heures de couvre-feu. À l'heure où notre pays, la République démocratique du Congo, connaît la deuxième vague de la pandémie Covid-19, malgré l'avertissement et plusieurs mises en garde de services de l'ordre, ce tenancier s'est permis de séquestrer ses clients dans son bar avec une nuisance sonore et tapage nocturne, ainsi 81 personnes interpellées par le service de la police du commissariat provincial ville de Kinshasa, dont 42 hommes, 39 femmes, parmi lesquels 4 mineurs, 2 femmes enceintes. Ivre de toute substance ingurgitée dans cette buvette, la clientèle en infraction semble avoir perdu toute raison. Ces coups de filet de la police devaient rappeler aux uns et aux autres que le couvre-feu est de stricte observance, même en période de fête. Après quelques moments de détention, tous ont été relâchés sans condition, mais avec un avertissement sévère.
Rendons-nous en dehors de nos frontières, précisément en République centrafricaine, où les Centrafricains sont appelés aux urnes ce dimanche 27 décembre 2020 pour élire leur président et leurs députés dans un contexte tendu. Si la situation est en un peu plus calme dans la capitale Bangui, en province, des perturbations ont été recensées. Au moins 1,8 million d'électeurs sont appelés à voter lors de ces élections jumelées. C'est au cours de 8h30 que le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a voté. Notons que 4 candidatures sur 22 ont été rejetées par la Cour constitutionnelle, dont celle de l'ancien président François Bozizé. Même ambiance au Niger, où 30 candidats s'affrontent à la présidentielle ce 27 décembre 2020. Les Nigériens sont appelés à élire le successeur de Mahamadou Issoufou, le président sortant qui n'est pas candidat à sa propre succession. Présidentielle adressée, justement, nous commençons par la semaine du président qui débute par l'adresse, le message de vœux de Noël à tout le peuple congolais par le couple présidentiel. Noël, un moment de partage, de solidarité malgré le coronavirus. Le chef de l'État a par ailleurs participé à la visioconférence, à la réunion du bureau de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En début de semaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu l'invitation officielle de sa participation au prochain sommet de G20 en Italie. Pierre Kibambe-Somoïsa. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine dès le mois de février 2021, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, représentera l'Afrique au prochain sommet du G20 en Italie. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a transmis au président de la République l'invitation officielle de participation à cette grande rencontre des dirigeants de 20 pays les plus riches du monde. Cette invitation a été remise au chef de l'État par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Italie en RDC, Luca Attanaccio. Le prochain sommet du G20 va se pencher notamment sur la relance de l'économie mondiale post-Covid-19. Programmé au mois d'octobre 2021, ce sommet donnera à coup sûr l'occasion au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de défendre la cause du continent africain devant les dirigeants des pays les plus développés. Conçu autour des 3 P, population, planète et prospérité, le sommet du G20 s'avère une réunion de grandes réflexions et de décisions sur l'économie mondiale. C'est dans cette optique que l'on doit attendre beaucoup de la collaboration entre le G20, l'Union africaine et la RDC, a dit en substance le diplomate italien. À l'approche du prochain sommet ordinaire de l'Union africaine en février 2021 à Addis Abeba en Éthiopie, une réunion du bureau de l'Assemblée de chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation panafricaine s'est tenue ce jeudi 24 décembre par visioconférence. À partir de son cabinet de travail, le chef de l'État, premier vice-président de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une part active à cette réunion élargie aux présidents des communautés économiques régionales de l'organisation. Après le mot de bienvenue et d'ouverture des assises par le président sud-africain, président de l'exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, le président de la commission de l'organisation panafricaine, Moussa Faki, a fait un aperçu des modalités de convocation physique de la 34e session ordinaire de l'Assemblée, de la 38e session ordinaire du Conseil exécutif et de la 41e session de PRC, Comité des représentants permanents. L'assistance a été ensuite conviée à suivre l'allocution du docteur John Nkengasong, directeur d'Africa CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Cette rencontre s'est tenue en prélude au tout prochain sommet ordinaire de février prochain qui va consacrer l'avènement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de l'Union africaine. Maître Héroles Michel Mvouzileya, ministre délégué en charge des affaires coutumières, n'est plus. Les derniers hommages lui ont été rendus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant des institutions, à la levée de sa dépouille à la morgue du cinquantenaire. Maître Mvouzileya est décédé à Kinshasa le 16 décembre 2020
Né le 4 août 1974 à la mission catholique de Kindi, territoire de Kenge dans la province du Congo, il était détenteur d'une licence en droit international de l'université de Kinshasa. Il a été élu député national dans la circonscription électorale de Kenge. Il laisse une grande famille de 11 enfants. Le 25 décembre 2020, célébration de la Noël à travers le monde. En République démocratique du Congo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont adressé un message de vœux de Noël au peuple congolais. Le chef de l'État a salué la résilience des Congolais pour tous les efforts consentis au cours de l'année 2020. Il a eu une pensée à l'endroit du personnel soignant des forces de défense et de sécurité et à tous les compatriotes des provinces de l'Est et du Nord-Est du pays en proie à l'insécurité. Le président de la République a appelé à un engagement de tous à œuvrer pour le retour de la paix dans la partie Est de la RDC. Pour sa part, la distinguée première dame a lancé un vibrant appel à la solidarité, surtout en cette période de Noël. Le couple présidentiel a conclu le message par une note d'espoir. 2021 devrait être mieux que 2020. La semaine qui s'achève a été marquée par plusieurs faits. Célestine Songo nous rafraîchit la mémoire avec quelques grandes lignes d'actualité à travers cette rubrique. Semaine en 5 minutes. Regardez. Cette semaine, la pluie a endommagé la route Mokali dans la commune de Kimbanteke. Le ministre du Développement rural a volé au secours de la population de ces coins en lançant les travaux anti-érosifs. Assainissement de la ville de Kinshasa, le marché central se trouve être un lieu de production des immondices, un défi pour le service d'assainissement de la ville. Cette semaine, se sont ouverts également les travaux de l'Assemblée générale du réseau Femmes d'Afrique francophone. Motif, atteindre les objectifs du développement durable. Le gouvernement congolais est engagé à atteindre ces objectifs pour éradiquer la pauvreté en République démocratique du Congo. Le mardi 22 décembre 2020, à Goma, dans le Nord Kivu, la première dame de la République a remis des maisons aux sinistrés de l'incendie qui s'est déclaré dans le quartier Mouara. Au ministère du Budget, le comité de paye s'est réuni pour préparer la paye du mois de décembre 2020. Ressources hydrauliques. Le ministre d'État est descendu sur le site pour constater les travaux de réhabilitation des usines de captage d'eau de Kintsuka et de l'Ozone. L'encadrement de plus de 600 Koulouna envoyés au centre pilote de Kanyamakasese se déroule normalement. Le commandant du service national s'en est aperçu cette semaine lors d'une visite d'inspection. Cette même semaine a été également marquée par un engouement des Kinois à préparer la fête de Noël, ce qui a provoqué les embouteillages monstres constatés sur tous les artères principaux de Kinshasa. Une action d'éclairage public a été entreprise sur le boulevard du 30 juin et l'avenue Kasavubu. Le souhait est que cette action s'étende sur les autres avenues de la ville de Kinshasa. L'ISTA a bénéficié de laboratoires et d'ateliers. C'est là dans le cadre du projet pour la pertinence et la qualité de l'enseignement primaire, secondaire et technique financé par la Banque mondiale. Enfin, Human Action for Education. Cette ONG plaide pour le recours à l'enseignement à distance pendant cette période de crise sanitaire, car le droit à l'éducation est un impératif garanti par la loi fondamentale. Poursuivons ce journal par l'actualité récente, le passage du RCD Goma. C'est le titre d'un livre témoignage. Son auteur, Hubert Silvolegana, journaliste de la RTNC à Goma. Pendant les débuts de la rébellion du RCD, il décide de sortir de son silence et de témoigner. On écoute le journaliste écrivain au micro de Médard Mouyal Mangala. Quand j'étais témoin oculaire de cette guerre du RCD, j'ai constaté que c'était de mon devoir, c'était moi le témoin oculaire, c'était moi qui devais écrire de manière à ce que cela ne se répète pas et de manière à ce qu'on sache comment est-ce qu'une rébellion peut naître sans coup de balle, par exemple. La ville de Goma est tombée sans coup de balle. Il y avait la police, l'armée, les services de sécurité, mais pas un seul coup de balle. Mais pourquoi?
Ah, c'est ça le problème. Ça dit que la population dit qu'on a déjà vendu le pays avant même la guerre. Et c'est donc la corruption. C'est ce que la population pense. Et puis la population dit, mais ce sont les mêmes gens qui étaient avec Mouzé en 1997 que nous revoyons. Et parmi eux, nous voyons des Mobutistes. Les Lambert Mende, les Banza Mukala et les Lunda Bouloulou. Et ceux qui étaient avec Mouzé, ce sont les Bizi Makara, les Azalias, les Bouguera. Et puis il y a d'autres jeunes gens, on peut les citer et d'autres, mais on pose la question, on dit, mais vous étiez assemblés il y a une année, mais qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez venir dans une année faire une autre rébellion? Alors la population n'était pas d'accord et ça a été une rébellion la plus impopulaire. Parce que quand vous dites à un peuple, je viens vous libérer, et comme Jésus a dit, je viens vous libérer, tout le monde avait. Mais pour les RCD, tout le monde a refusé, a dit non, non, il y a plutôt peut-être un problème de partage. Un problème de partage du gâteau. Mais dire que Mouzé est devenu dictateur, tribaliste, ce n'est pas vraiment le moment. Alors vous voyez que dès que la population n'est pas d'accord, le RCD va se rabattre sur cette population-là. C'est comme ça qu'il y a eu ce qu'on appelle des enlèvements, il y a eu des cas de viol, mais aussi derrière ça, il y a eu le pillage, la notion de pillage. Donc vous voyez qu'il fallait qu'on puisse écrire quelque chose sur les 5 ans de ce qu'on appelle une sorte de coupure, et d'autres parlent même de balkanisation. Il y avait un projet de balkanisation à fait, parce qu'on ne pouvait pas partager quoi que ce soit avec Kinshasa, sauf les étudiants, les élèves, avec quand même des examens d'État qui venaient de Kinshasa. Il n'y a que ça qui pouvait venir de Kinshasa, parce que les parents ont dit, si les élèves n'étudient pas, c'est nous qui allons vous chasser. Parce que nous ne voyons pas vraiment le vrai problème. Et bien, comment atteindre 1 milliard d'arbres tel que voulu par le président de la République? L'administrateur directeur général du Fonds forestier national ont tourné à l'est du pays. La dernière étape s'est dit très satisfait de la volonté des autorités provinciales de payer les taxes et de collaborer avec sa structure. Regardez. Le directeur général du Fonds forestier national en République démocratique du Congo, Honoré Mulumba Kalala, a clôturé sa mission de quelques jours dans les chefs-lieux de la province du Tanganyika. Celui-ci est venu solliciter l'implication des autorités politico-administratives, dont il a eu à rencontrer à Kalemi pour la réalisation d'une éventuelle opération de reboisement qui sera bientôt déclenchée dans cette province à vocation touristique pour lutter contre l'exploitation illégale de la forêt. Alors, parce qu'on n'a pas beaucoup plus de temps, nous avons expliqué au général que nous voulions qu'eux puissent nous accompagner dans le travail que nous sommes en train de faire, qui n'était pas autorisé également aux officiers militaires d'exploiter illégalement la forêt. Le directeur général du Fonds forestier national, accompagné de l'administrateur au sein du conseil d'administration, Virginie Nkulunemba, et autres membres du Fonds forestier, ont eu également à s'entretenir avec les vice-gouverneurs des provinces sur le sujet ayant trait à la protection de la flore dans cette partie du pays. Au vice-gouverneur, également pour qu'ensemble nous puissions voir comment on peut traiter des sujets qui ont trait à l'environnement, mais beaucoup plus qui ont trait au changement climatique, ça veut dire au reboisement. Mais parce que je parle du reboisement, nous avons demandé au vice-gouverneur d'activer, si vous voulez, l'arrêté interministériel entre le ministre des Finances et celui de l'Environnement pour que soit activée, n'est-ce pas, la taxe d'abattage. Samba Monika Yabana, vice-gouverneur de la province du Tanganyika, a salué la vaillance de cette équipe du Fonds forestier national engagée dans la lutte contre la déforestation. Au bout de sa mission dans les Tanganyika, Honoré Mulumba Kalala a changé les caps ce mardi, 22 décembre 2020, vers un autre coin du pays pour une mission presque identique. Pour rappel, la RDC abrite les deuxièmes plus grands massifs des forêts tropicales humides
du monde après la forêt amazonienne. Nous, dans la province de Kouilou, l'évêque Didiofa et vice-président de la SENCO était au chevet de la population du village Isong après l'incendie qu'il a consumé. Une visite de réconfort en cette période de fête. Monseigneur José Moko Ekanga n'est pas allé les bras ballants dans sa gibecière. Quelques vivres et non-vivres. Regardez. Des orations pour accueillir l'homme des dieux, Monseigneur José Moko Ekanga, ici au village Insung. L'évêque Didiofa vient redonner de l'espoir à cette population victime, il y a peu, d'un incendie criminel. Cette visite de réconfort du vice-président de la SENCO a permis la distribution de plusieurs biens. Un don constitué de sacs de sel, cartons de savon, plusieurs rames de papier duplicateur, de sacs au dos et cartons de cahiers ont été également distribués aux villageois. Sans oublier de pièces d'habits et autres biens de première nécessité remis au chef du village. Un geste caritatif poussé par le Saint-Esprit, explique l'évêque d'Idiofa, Monseigneur José Moko Ekanga. Dans toutes les familles, quand il y a eu naissance, c'est la joie. La famille, le cercle familial crie à grand cri, comme c'est l'habitude ici chez nous, aïe aïe. Ces cris de joie, malgré le contexte sanitaire difficile de la Covid-19, malgré le moyen limité, doivent rester vivants dans nos cœurs et dans nos esprits. Et comme notre village ici et notre population avait souffert de la violence, et avait perdu beaucoup de biens, nous avons trouvé ces petits colis et nous avons voulu manifester toute notre attention au nom de Jésus-Christ à cette population de l'Union. La population a pour sa part applaudi la générosité de l'homme de Dieu. On fait tellement joyeux par rapport aux actes de notre monseigneur de nous donner des cahiers et des habits aux gens qui ont perdu leurs habits et leurs cahiers. Vraiment, nous sommes très heureux. Le passage de l'évêque Didiofa et vice-président de la SENCO a redonné du sourire à Insung. Si à Idiofa, l'évêque a pensé à la population du village Insung au Congo central, précisément à Matadi. Le questeur adjoint du Sénat lui a procédé à la remise des dons et vivres aux orphelinats du chef-lieu du Congo central. Ceci pour soulager tant soit peu les souffrances sociales des pensionnaires. Pirombo Saïdi sur les images de RTNC Matadi. De larges sourires, redorer l'esprit d'une famille unie et créer la joie de vivre auprès des enfants les plus démunis, pensionnaires des orphelinats et autres hospices de la ville portuaire de Matadi au Congo central, à travers la culture de vertu sociale, calquée sur certains principes de vie, de la civilisation bantou en général et de la culture Nkongo en particulier, grâce à l'amour et au partage, principes qui se greffent et sont inspirés par les Saintes Écritures, en dotant ces enfants d'une importante qualité de vivres frais et secs, gage du déroulement des festivités culinaires de fin d'année plus qu'apaisées dans les 10 orphelinats. Telle est l'une des articulations phares de la feuille de route parlementaire dans son volet social du questeur adjoint du Sénat, l'honorable Rolile Lonzazi, initiateur de la fondation qui porte son nom. Dans la cristallisation concrète du slogan « Agir ensemble » de sa structure philanthropique spécialisée dans les œuvres sociales, ses membres du bureau du Sénat a dépêché dans cette cité rocailleuse et ses environs une forte équipe de sa fondation pour véhiculer les messages de l'amour de Dieu et du partage avec son prochain grâce à une série de dons en nature. De l'orphelinat sauvant les enfants abandonnés du quartier d'Amar de Matadi jusqu'à l'orphelinat 5 étoiles situé dans la bourgade de Boko, en passant par la fondation Mama Lufuma au quartier Ango à quelques encablures de la cité frontalière de Noki en Angola, l'altruisme social de ces 10 fils de Congo s'est concrétisé de la plus belle manière. Dans les soucis de redonner le sourire aux orphelins, le questeur adjoint du Sénat a dépêché sa fondation avec un don de vivres pour que ses enfants puissent bien fêter. Ce symbolique et sobre geste social a été salué par les heureux bénéficiaires. En ces nouvel an qui pointent à l'horizon, nous voudrions juste exprimer notre gratitude parce que vous n'êtes pas nombreux à soutenir
une telle œuvre. Démarrée dans la ville portuaire de Matadi, cette série de dons se poursuivra dans les coins les plus reculés du Congo central dans les jours à venir. Et ce message veut de nouvel an au chef de l'État ainsi qu'aux institutions de la République. C'est celui adressé par le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitula Gébert. Regardez. À l'occasion des festivités marquant la fin de l'année 2020 et le passage à l'an 2021, qu'il me soit permis, au nom du conseil de l'université de Lubumbashi, du comité de gestion et de la conférence des chefs d'établissement, de l'enseignement supérieur et universitaire des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba, du Tanganyika, de présenter mes vœux de bonne santé, de bonheur, de prospérité et de réussite. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui œuvre sans relâche aux côtés du peuple congolais pour un Congo toujours plus beau, plus solidaire, plus grand pour chacun et pour tous. J'adresse mes vœux les meilleurs à son Excellence Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Lwaka, au seuil d'une nouvelle année pleine d'attentes, d'espoir et de challenge pour les universités de la RDC. Au président du conseil d'administration des universités, Monseigneur Chibangu Chichiku, pour tous les efforts et pour son accompagnement des universités congolaises, pour qu'il soit et demeure la voie du savoir qualitatif, du savoir-faire et du savoir-devenir pour notre nation. C'est ici l'opportunité pour nous de réitérer l'hommage pour son jubilé d'or épiscopal et académique. Je présente mes vœux à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga et à son gouvernement, à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et à tous les députés, chers membres du corps académique, scientifique, administratif et technique, médical et paramédical, vous qui êtes le fer de lance et la pierre angulaire de notre alma mater, je tiens à vous remercier pour la confiance dont vous